Merci de venir encore à vous parce que ça faisait un moment où on est resté un peu en stand-by. C'est vrai qu'on avait commencé la série des portraits par Pierre Goudiaby, notre confrère, mais on est resté un moment parce qu'on avait le symposium et Scène Habitat qui devait se dérouler. Donc c'est la raison pour laquelle on avait pris un peu de distance par rapport à tout ça. Mais grâce au bon Dieu, on revient encore dans ce qu'on appelle les séries de portraits. Mais la chance qu'on a eue, c'est vraiment de tomber sur quelqu'un, non seulement il est élégant, et il est présentable parce que c'est la fierté un peu de notre secteur. C'est-à-dire même le secteur tout confondu, y compris les architectes et les gens du BTP. Et je pense que Oumar Ndir, que je ne connaissais pas très bien, mais je l'ai abordé une fois, deux fois, et j'ai vu sa dernière sortie récente qui m'a dit, voilà, vous avez un agenda bien fourni pour des séries de portraits, mais avant ça, il faut mettre tout en stand-by pour venir vers Oumar Nou. Parce que Oumar Nou nous décrit une situation assez difficile pour tout le monde, y compris le secteur du BTP, et aussi en ricochet avec les architectes et tout ce qui touche indirectement à notre profession. Donc, je pense que je vais rendre à César ce qui appartient à César et je vais le laisser se présenter. Mais avant ça, je vais présenter mon binôme et concert, Aïda, qui est architecte. Et pourquoi Aïda? Parce que Aïda, je pense qu'elle recadre les choses. C'est-à-dire, à chaque fois que je compose avec Aïda, aujourd'hui, elle était déjà notre binôme sur les émissions Architecture pour tous. Mais en plus de ça, elle était commissaire de l'exposition Bakou. Et on a eu satisfaction parce qu'au-delà, Bakou, l'exposition est allée au-delà de notre attente. D'ailleurs, on a vu le symposium, mais ce qu'on a vu comme retombée par rapport à Bakou, par rapport à cette exposition, il faut quand même féliciter Aïda, parce que c'est elle la commissaire, c'est elle qui a apporté tout ça. Et si aujourd'hui on a eu cet espace pour faire l'exposition, c'était Aïda. Il faut le dire, c'est clair. Et je ne fais que la remercier. Et puis, elle a répondu tout de suite, rapidement, quand j'ai dit Aïda, les congés, les vacances, c'est fini, on démarre. Et on va démarrer par cet élégant homme que je dis encore, Oumar. Et je l'appelle Oumar parce que je considère que c'est un ami, comme un autre architecte ou autre chose. Donc, Aïda, je te laisse te présenter, après on laisse Oumar se présenter. Merci Malik. Je ne vais pas être long parce qu'aujourd'hui, effectivement, je disais à Malik, bon, c'est vrai qu'on va faire des séries de portraits, mais je vais quand même sélectionner un petit peu. Je le dis, oui, parce qu'il faudrait apporter des éléments nouveaux. Il faudrait parler de l'état des lieux, il faudrait amener des éléments nouveaux, il faudrait amener des solutions. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais entendre Oumar Ndir parce qu'on va comprendre effectivement tous les mots du BTP dont il parle depuis plusieurs. Et surtout, c'est le plaisir de dire nous sommes tous dans un même dynamique. Alors quand on parle, effectivement, c'est le syndicat des BTP, mais c'est aussi nous. Parce que effectivement, sans le BTP, nous aussi on peut concevoir, mais peut-être que si ce n'est pas construit, cela pose problème. Donc le problème est vraiment nous concerne tous. Et merci Oumar de bien vouloir nous recevoir et d'échanger avec nous sur ce problème et sur cette... Bon, je vais reprendre vite et pouvoir redonner la parole rapidement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait quand même te laisser nous présenter un peu, décrire un peu, pas la situation, mais le secteur professionnel du BTP. Parce que tout le monde parle du secteur professionnel du BTP, souvent mais on a du mal à faire la différence entre la construction, entre le BTP, entre... Voilà. Aujourd'hui, je pense que vous devez quand même nous éclaircir ça. Avant ça, nous dire un peu qui est Oumar Ndir.
Voilà. Merci mes très chers amis. Je suis heureux de vous accueillir ici au sein de la permanence Aliou Sow, la permanence Aliou Ardo Sow, notre icône, un grand monsieur du BTP, qui est le parrain de ces lieux. Je vous remercie d'être venu pour essayer d'échanger avec moi en ma qualité d'acteur du BTP et de président de syndicat. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais, si vous me le permettez, dire toute l'admiration que j'ai pour la corporation, pour cette grande famille qui est la famille de l'architecture. Je vais d'abord vouloir rappeler à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, que de la même manière que je défends la qualité du BTP sénégalais qui n'est plus approuvée et des hauts faits du secteur du BTP, il y a lieu pour tous les Sénégalais d'être fiers de leurs architectes. Les architectes sénégalais se sont distingués sur plusieurs terrains, se sont distingués partout en Afrique, ont réalisé des projets et continuent à le faire, continuent. Et je pense que cela, on vous le doit, on doit vous rendre cet hommage régulièrement. De toute façon, le premier symposium africain s'est tenu il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, et il a été accueilli par les architectes sénégalais. Je voudrais citer en particulier notre doyen, mon oncle Pierre Goudiabé Atepa, que tout le monde appelle affectueusement tonton, papa, ou voilà, bon, qui est pour les uns et les autres un kilifa. Nous savons tous à quel point l'Afrique lui doit beaucoup. Les grandes capitales africaines portent toute son empreinte. Et un grand homme comme ça a su, dans son sillage, emporter des entreprises de BTP qui ont également eu la chance de travailler sur des programmes emblématiques, des projets emblématiques. Donc voilà, messieurs, madame, sachez que vous êtes ici chez vous, car on peut pas, nous ne pouvons pas rien construire que vous n'ayez au préalable conçu. Donc cela est tout à fait normal. Mon binôme Aïda, elle va nous laisser maintenant écouter et dire, ça c'est vrai que c'est ce qu'on doit faire là. Mais je me pose une question. Quand je lis en face de moi, syndicat professionnel des entrepreneurs de bâtiments et des travaux publics du Sénégal, pourquoi pas les travaux publics et privés du Sénégal? C'est une appellation peut-être un peu désuète. Voilà. On nous enferme dans des concepts, le concept BTP, bâtiments et travaux publics. Maintenant, pour les sachants, les travaux privés auxquels, Malik, tu fais référence, ce sont les bâtiments en général. Ouais, tous les bâtiments. Parce que ce sont les privés qui construisent les bâtiments. Même au Sénégal. Les privés ne construisent pas de routes pour eux-mêmes ou pour le compte de l'État. Ils ne construisent pas de ponts. Donc je pense que derrière cette appellation, il y a du sens, mais on aurait pu appeler ça évidemment autrement. Je pense que les Américains disent tout simplement contractor. Bon, nous, c'est le BTP, c'est une vieille appellation française. Pourquoi je lis ça un peu au public? Parce que je sens qu'en Afrique, bon, moi je suis un peu contre du fait qu'on pense que le développement est lié au public, surtout à l'État. Alors que moi, ma force serait que le développement doit se reposer sur le privé. Et c'est ça que je vois. Et l'État doit se mettre en marge par rapport à ça. Parce que si on veut développer nos continents, notre pays, je pense qu'on doit se reposer sur le privé des gens comme vous. Maintenant, je te laisse faire un peu ton parcours et revenir sur ce que j'ai dit. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années déjà, fils d'entrepreneur déjà, moi-même. Ma vocation entrepreneuriale, elle s'est affinée après mes premières années dans une grande société qui s'appelle la CSE, où j'ai fait mes armes. Après avoir travaillé comme cadre administratif, j'ai pris la décision de remplacer mon père, qui était à l'époque à la tête d'une PME spécialisée dans les travaux de climatisation. Je l'ai fait avec courage, n'ayant aucune qualification. Mais j'ai eu le courage de le faire en cherchant également à apprendre et en m'entourant de compétences. Quelques années plus tard, voilà, cette activité a quand même grandi, s'est développée et m'a permis de créer un petit groupe dans l'électromécanique du BTP avec
tous les métiers de la climatisation, de l'électricité, de la plomberie, des ascenseurs, des groupes électrogènes, le solaire photovoltaïque, la sécurité incendie. Et nous avons de nombreuses références et de grands clients dans notre escarcelle. Je suis donc un acteur du BTP parce que le métier que je fais est un métier où on intervient en amont du génie civil, du gros œuvre. Quand on regarde le séquençage des opérations, d'abord il y a la conception architecturale, les études techniques, les études permettant d'obtenir, si vous voulez, toutes les habilitations, les études de sol, études géotechniques, etc. Les réseaux, les fluides. Une fois que cela est fait, il y a les entreprises de gros œuvres qui travaillent et nous intervenons à partir de là sur toute la partie, tout ce qui est invisible, qu'on ne voit pas, la filerie, la tuyauterie, tout ce qui est caché, mais qui est complètement utile. Et j'aime décrire ainsi mon métier en disant que nous rendons habitable un bâtiment et sans nous, personne ne pourrait vivre parce qu'il n'y aurait ni électricité, ni eau, ni climatisation. Nous avons réussi à gagner la confiance de nombreuses entreprises majeures. Nous travaillons pour la plupart des grandes entreprises sénégalaises de BTP et d'autres, également dans l'industrie. Et par un concours de circonstances, j'ai été amené à prendre la tête du syndicat pour apporter, si vous voulez, un second souffle. Le président Omar Sow, qui a dirigé le syndicat pendant une quinzaine d'années, et l'a fait de très belle manière, a exprimé le souhait de se concentrer sur autre chose. Et, il m'a posé la question de savoir est-ce que je pouvais jouer ce rôle. J'ai accepté de le faire, mais en précisant que je le faisais, mais sur une courte durée. Parce que ça prend beaucoup de temps et ce sont des ressources. Malheureusement, le temps est une ressource dont on ne peut pas abuser sans conséquence. Donc voilà, plus ou moins mon parcours. Cela fait maintenant, je crois, 8 mois que je suis à la tête de ce syndicat, en essayant d'avoir une approche disruptive, de créer quelque chose de nouveau, voilà, d'essayer de réinventer le syndicat du BTP, notre syndicat. Évidemment, on ne bouleverse pas les principes, ce sont toujours les mêmes principes, la défense des intérêts de nos membres. C'est comme, voilà, comme vous l'avez sur le panneau là-bas, unir nos forces pour relever les défis et construire un avenir meilleur. Voilà, c'est à peu près la philosophie de notre syndicat. Et on s'y emploie. On s'emploie à sensibiliser sur les problématiques de l'heure, sur les questions qui nous préoccupent, comme par exemple la dette, je sais qu'on va en parler, la dette de l'État vis-à-vis du secteur du BTP, sur le manque à gagner qui frappe les entreprises de BTP aujourd'hui, le manque à gagner, c'est-à-dire tous les chantiers qui ont dû être arrêtés pour des raisons que nous comprenons parfois ou que nous ne savons pas, et ainsi que sur le manque de perspective. Aujourd'hui, nous avons quand même un manque de perspective. La faiblesse de l'investissement public et de l'investissement privé nous préoccupe au plus haut point. Et face à tout cela, il va falloir que les acteurs du BTP que nous sommes, vous comme nous, puissions apporter des réponses et proposer des choses à l'État pour l'aider dans sa mission de locomotive de l'économie. Voilà. Donc, au vu de votre discours, quand vous me parlez tout de suite, j'ai senti que vous êtes un management aguerri dans le domaine de votre intervention, c'est-à-dire professionnel. Oui, d'accord, vous vous êtes fait sur le terrain parce que vous êtes arrivé quand même à avoir la confiance de votre père. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sollicité un peu partout. Peut-être c'est la raison qui a fait même qu'une fois que vous avez donné ce que vous savez faire en tant que professionnel, vos pairs aussi ont sollicité que vous preniez la tête du syndicat. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. Moi, je suis là pour 3 ans, je suis là pour mon mandat. Une fois que j'ai fini, il faudrait que quelqu'un prenne ma place. Mais moi, j'ai vu à dire aussi que le syndicalisme est rattaché souvent à la politique, parce que la politique, c'est fait par des gens qui connaissent, parce que la politique ne s'apprend pas dans la rue, ça s'apprend dans des écoles, dans la formation, dans les partis politiques. Et souvent, quand on a quelqu'un qui est vraiment bon et qui sait faire, on maintient la personne là où la personne est là pour l'intérêt de tout le monde. On n'échange pas comme ça assez tôt. Je pense que 3 ans, ce n'est pas assez suffisant. Et trouver aussi des gens assez compétents pour mener cette fonction-là, c'est aussi difficile. Et
aussi, vous pouvez vous baser aussi sur le fait que on a tendance à dire les gens acquièrent le pouvoir, ils gardent le pouvoir pour leurs propres profits. Mais je pense que ce n'est pas le profil qu'on voit de toi. Parce que pourquoi cette émission? Parce qu'on t'a vu récemment sur d'autres chaînes faire une intervention, notamment en parlant de la dette. Et on a vu l'émotion qui sortait de ça. Et on s'est dit, mais attends, le gars là, il parle comme si vraiment il y a quelque chose qui le touche, quoi. Et puis j'ai senti même un moment des larmes. En te regardant, j'ai dit, mais il doit même sortir des larmes quelque part qui est invisible. Mais il est touché très profondément. Pourquoi ne pas l'inviter dans l'émission Architecture pour tous, que je n'ai pas signalé au départ, mais c'est une émission Architecture que tous connaissent, que tout le monde. Mais on ne voulait pas directement rentrer sur vraiment le mot que tu viens de dire, la dette, parce qu'on va y arriver, mais seulement c'est faire un parcours comme ça, et puis poétique. Parce que jusque-là, quand on parle, je pense que c'est la sensibilité, on touche les choses. Mais avant que vous n'y arriviez, il y avait des gens comme Omar, et il y avait Gérard Sénac. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté par rapport à ces lieux que je trouve admirables, parce que c'est votre siège. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le syndicat du BTP concrètement? Énormément. Ils ont énormément fait. C'est pas pour rien qu'on a... Bon, mon grand frère Omar Sow est trop jeune pour qu'on lui donne le nom de la permanence. Omar a été... et moi, quand je l'appelle, quand je l'interpelle, je lui dis toujours, n'oublie pas que tu es au sommet de l'écosystème. Donc, tu as un devoir. Le devoir d'incarner, aujourd'hui, on va dire, ce rôle de grand capitaine du BTP, de grand capitaine d'industrie qui a un rôle éminent. Et ça, je le lui rappelle assez souvent, je le taquine avec, et du sait sa modestie en souffrir, nous le lui rappelons. Il a beaucoup apporté. Il s'est consacré corps et âme à ce syndicat, tout en essayant également de remplacer un grand homme qui était son père. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas être le fils d'Aliou Sow, l'aîné de la famille, d'une fratrie, et vouloir, tout en le remplaçant au plan familial, le remplacer au plan professionnel, assurer la cohésion, être celui à qui on s'adresse quand il y a un problème dans la famille, etc. Maintenant, quand vous y rajoutez les problèmes professionnels, le statut également de son entreprise dans l'État, parce qu'il joue à son niveau un rôle de conseiller du chef de l'État, du gouvernement sur certaines questions. Je pense que tous les grands patrons, que ce soit les grandes sociétés de BTP comme CDE, CSE, Eiffage, Jean Lefebvre, jouent ce rôle de conseiller quand l'État a des politiques de construction ou de promotion d'infrastructures. Donc c'est difficile. Il a joué ce rôle. Gérard Sénac également a été quelqu'un d'iconique. Moi, je taquine toujours en le qualifiant de vrai ambassadeur de France au Sénégal. Mais il a une générosité et un humanisme qui transparaît dans son management et qui fait qu'aujourd'hui, Eiffage est perçu comme une entreprise sénégalaise. Il ne vient à l'idée de personne de contester à Eiffage Sénégal son identité sénégalaise. Et j'ai appris que Eiffage, tous les salariés sont actionnaires. C'est pour vous dire. Donc il y a des hommes comme ça, Aliou Sow, paix à son âme, président Omar Sow, président du directoire de CSE, M. Gérard Sénac, à qui nous témoignons du respect. Il est l'homonyme, le parrain de la salle du conseil d'administration qui porte son nom. Il y a de grands hommes comme Ablaye Diaw Chimère, qui a été maire de Saint-Louis et qui a été également à l'origine d'une très belle, la création d'une très belle entreprise, le consortium d'entreprises qui s'appelle CDE, connu à travers l'Afrique, qui a réalisé beaucoup de bâtiments ici au Sénégal, mais également dans la sous-région, de bâtiments de route. Nous avons eu de grands hommes, et ces grands hommes-là, bien évidemment, on ne peut que s'inspirer d'eux. Ils sont inspirants. Alors, je sais que tu es très taquin, Malik, et tu as relevé dans notre discussion privée le fait que je te disais que je ne souhaite pas m'éterniser à la tête d'un syndicat. Ce n'est pas que je n'aime pas ce que je fais. Ce que je fais est extrêmement passionnant.
Et je suis un homme passionné dans tout ce que je fais. J'entreprends, mais je ne le fais pas en dilettante, je le fais en y allant à fond. Faire du syndicalisme, c'est encore un peu plus complexe. Parce que ce ne sont pas des intérêts à portée d'homme. Parfois, ce sont des engagements qui peuvent aller, qui ont une répercussion sur des centaines et des milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle il y a une charge émotionnelle forte. Quand on parle au nom d'un syndicat, les mots doivent être mûrement choisis, les thèmes abordés, les questions qui sont mises sur la table et qui sont discutées avec les autorités doivent être des questions, du moins doivent être traitées d'une manière extrêmement sérieuse et solennelle. Et on ne peut pas rentrer le soir en se démettant de son costume de syndicaliste. Je suis appelé à toutes les heures du jour et de la nuit par des entrepreneurs, par d'autres collègues syndicalistes qui veulent échanger sur des problématiques. Donc c'est très difficile et c'est la raison pour laquelle je dis je ferai un mandat, certainement pas un deuxième. Je suis un entrepreneur qui est issu du second œuvre du BTP. Il est bon aussi qu'il y ait une alternance, c'est-à-dire qu'un mandat, c'est une entreprise qui est issue du gros œuvre, hein, une entreprise de BTP, de construction pardon, de génie civil, et le mandat d'après, une entreprise de seconde œuvre, que ce soit nous en tant que société spécialisée dans les lots techniques ou un bureau d'études. Donc il y a cette alternance naturelle qui doit être réelle au sein de nos syndicats, de notre syndicat en tout cas, et c'est pour ça que voilà, je vous le dis, moi je ferai un mandat et pas un deuxième, certainement. Maintenant, tu me permettras, mon cher Malik, d'aborder une question. Je ne me sens pas l'âme d'un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je ne serai jamais politicien. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont voué leur vie à la politique. Nous avons aussi au Sénégal de grands hommes. Les Sénégalais sont des politiques. Il n'y a pas un Sénégalais qui n'ait pas au fond de lui une âme politique. Et cela est une bonne chose. Nous faisons ce qu'on appelle du développement. Moi, je considère que ma mission, c'est de faire du développement. À la tête d'un syndicat, on s'investit pour la communauté, pour son pays, autant qu'à la tête d'un parti politique ou au sein de l'exécutif. Donc nous avons notre utilité. Notre utilité, c'est de collecter, d'entendre ce que la base nous souffle à l'oreille, les problèmes qu'elle nous remonte, et de pouvoir, avec tact, mais aussi avec détermination, le porter à la connaissance des autorités. Parce que tout le monde ne peut pas se lever et aller aborder l'autorité pour lui demander de considérer telle ou telle chose. Bon, ceux qui le peuvent vont vers leurs députés, quand c'est une question qui peut être gérée d'un point de vue administratif ou d'un point de vue, on va dire, législatif. Mais une entreprise ne peut pas aller voir son député ou son maire pour régler des problèmes. Elle va voir son syndicat. À charge maintenant pour le syndicat, quel que soit le type de syndicat, de faire une note technique, un mémo, pour se faire comprendre et entendre par l'autorité. Parfois, malheureusement, quand l'autorité est un peu trop absorbée ou un peu sourde, on va à la télévision ou à la radio ou sur le plateau des architectes et on fait son plaidoyer. Et souvent, on est entendu. Et ça, j'en remercie, je m'en félicite, vraiment, je m'en félicite. Enfin, plutôt, je m'en réjouis. Hein. Je me réjouis du fait que, quand même au Sénégal, à travers les âges, les autorités ont souvent entendu les messages qui leur étaient adressés et elles ont souvent réagi. Et c'est le cas aujourd'hui. Je pense que nos autorités sont tout à fait à l'écoute et nous allons pouvoir sortir de tous les problèmes. On va les énumérer, on va les aborder, mais on va en sortir. Vous avez parlé d'un mot qui est intéressant, c'est le développement. Et on a un confrère qui s'appelle Pierre Goudiaby Atepa, qui disait la dernière fois, je ne fais plus de l'architecture, je fais du développement. Et je pense que le mot maintenant est nouveau et beaucoup de gens essayent d'adopter le mot, y compris nous, les architectes, tout ça. On disait que dans le cadre de ce qu'on appelle développement, c'est nous qui pouvons faire ou construire notre ville, développer notre pays. Donc pour le faire, il faut faire du développement. Le développement, ça engendre beaucoup de choses.
C'est-à-dire il y a le savoir-faire par ses compétences, c'est ce qu'on a appris. Il y a aussi le fait de pouvoir manager. Il y a aussi le fait de pouvoir emmener des fonds avec des partenaires pour pouvoir aller dans le sens de ce qu'on dit. Aujourd'hui, pour moi, il n'est pas nécessaire d'aller à l'étranger ou quoi, chercher des partenaires pour venir reconstruire la ville. On peut se reposer sur le syndicat, on peut se reposer sur les architectes, on peut se reposer sur les entrepreneurs, on peut se reposer sur les enfants de ce pays-là. Et ce sont eux qui vont amener à aller vers ce développement qu'on y croit. C'est-à-dire, ça c'est ma vision claire, parce que tu as parlé d'un mot qui m'a intéressé, le développement. Mais pour revenir un peu plus précisément sur le fait que tu es à la tête de ce syndicat, je pense que quand je regarde, j'écoutais votre discours, vous avez été en partie aussi épaulé, parrainé par ce qu'on appelle Oumar Sow. Je dis un point, c'est un ami aussi, je connais très bien, on échange très souvent. Et aussi par aussi Sénat, je pense, ils t'ont épaulé, donc ils ont vu que tu pouvais appeler. Donc après ça se passe comment? Ce sont des élections ou bien on désigne que c'est lui le président? Comment ça se passe pour nommer le président du syndicat des professionnels du... De la manière la plus démocratique. J'ai dû battre campagne. Pour certains, j'étais un illustre inconnu. Pour d'autres, un pote sympathique, mais dont on ne connaît pas forcément les qualités syndicales ou les qualités managériales. Bon, il a fallu me montrer patte blanche. J'ai commencé d'abord par faire un plan stratégique à mes propres frais. J'ai réfléchi sur ce que c'était qu'un syndicat, je me suis documenté. Et puis, j'ai consulté un peu l'histoire, j'ai parlé avec quelques personnes. J'ai aussi interrogé un ami, un homme d'une très grande valeur, un Marocain, qui est un industriel. Avant d'être industriel, il est avant tout ingénieur et il a été syndicaliste. Et nous avons eu un échange extrêmement intéressant où il m'a non seulement conforté dans l'idée, en me disant « il faut que tu y ailles, je sais que tu pourras le faire ». Et voilà, j'ai appris, j'ai discuté avec lui. Et tout cela m'a permis de mieux comprendre, d'affiner ma compréhension donc, du rôle du président du syndicat et de pouvoir présenter quelque chose qui a pu interpeller les gens. J'ai fait aussi du porte-à-porte. Donc j'ai été voir tout le monde en disant quelles sont vos attentes, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous suggérez, comment vous voyez les choses. Il y a eu des élections et j'ai eu la chance d'être élu. Vraiment, il n'y a pas eu de candidature adverse. Voilà, je m'y attendais, mais je n'ai pas eu de candidature adverse. Et j'ai pu avoir donc l'unanimité autour de mon profil. Ensuite, nous avons procédé à la désignation de tous les membres du conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration, en fait, en réalité, qui élit le président et les deux vice-présidents. C'est un processus qui est très démocratique. Voilà. Exactement. Donc, on élit le trio qui va administrer ou qui va en tout cas avoir le redoutable honneur de conduire le syndicat. Et après, nous faisons des propositions au conseil d'administration pour élire le bureau exécutif, etc. Bon, maintenant, une fois que vous êtes élu, c'est un moment très difficile parce que vous vous dites, ça y est, c'est fait, maintenant je commence par où? Et là, Malik, je pense que ça a été peut-être le mois le plus difficile de ma vie. Vous vous retrouvez tout d'un coup successeur de deux grands hommes comme Oumar Sow et Gérard Sénac. Bien entendu, ils ont tellement donné qu'il est hors de question de les déranger en leur disant « je fais quoi ?» Voilà, donc il a fallu se faire confiance. Je remercie également tous les amis entrepreneurs avec qui j'ai eu à parler et qui m'ont aidé à poser les premiers actes. Déjà qui ont cru au projet que je leur ai soumis et qui m'ont dit « bon ben écoute, c'est bon, vas-y, on fonce ». Le premier chantier consistait à remettre en marche la machine, c'est-à-dire le fonctionnement normal. Il faut faire fonctionner le bureau exécutif sur une base régulière. Le conseil d'administration doit se réunir régulièrement. Il faut également une animation et une modernisation dans la communication.
donc créer des groupes WhatsApp, il faut donner du contenu, il faut également faire en sorte que l'extérieur sache que vous êtes là, donc allez participer à tous les événements, les architectes organisent, on y va, les amis de l'immobilier organisent, on y va. Voilà, on a pris part à l'ensemble des activités au Sénégal qui concernent notre syndicat, en prêchant également les bonnes paroles. Et puis on s'est dit également, c'était une vieille complainte des membres du syndicat, il faut un siège, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans la salle du conseil d'administration ou la salle de réunion de Malik, demain de Aïda, après de Oumar, etc. On a décidé qu'il fallait qu'on trouve un siège. Donc nous avons trouvé cet endroit qui est magnifique, qui est au centre de Dakar. Aujourd'hui, tout le monde travaille à 2 pas. Le président de Londres est juste derrière. Hein. Nous avons quelques membres qui habitent ou dont les bureaux sont à proximité. Donc c'est un endroit qui est bien placé. Nous avons tout ce qu'il faut pour travailler. Nous avons également, et je dois lui rendre hommage, un secrétariat permanent qui est là, qui a maintenant des bureaux, qui peut officier. Et nous avons, je me félicite d'avoir à mes côtés une dame de fer, une sorte de magistrate qui ne l'est pas réellement, mais qui a cette rigueur qui est Madame Ba, et qui m'aide et me seconde au quotidien dans mes tâches. Maintenant, pour ça, il faut quand même, pour fonctionner, il faut, vous savez, hein, un budget, quoi. Comment ça se passe? Comment vous êtes aidé par l'État ou c'est vous-même qui cotisez ou comment ça se passe? Alors, d'abord, la première fois où j'ai été voir le président Beydi Agne, il m'a posé la question, on en a parlé. Ouais. La première fois que j'ai été voir le président Beydi Agne, président du CNP, il m'a dit, jeune homme, attention, président de syndicat, ça coûte. Je dis, tu crois que moi, il me dit, moi, tu crois que moi, le CNP, c'est moi qui paye tout de ma poche. Mes billets d'avion, mes déplacements, etc., je les paye de ma poche. Je ne prends pas un return au CNP. Cela ne m'a pas gêné. Cela ne m'a pas gêné parce que il y a quelques années, j'étais dans des associations où vous allez en voyage, vous allez dans le cadre d'assemblée générale ou de mission, vous partez à l'étranger, mais avec votre poche. Ce n'est pas l'association qui vous finance, etc. Donc je suis habitué à cela. Pire encore, j'ai conscience que lorsqu'on est à la tête d'un syndicat, quel qu'il soit, il y a non seulement un don de soi, mais on doit quand même pouvoir compter sur son entreprise pour soutenir le syndicat. Je ne vous dirai pas le montant, mais mon entreprise a dépensé beaucoup d'argent, y compris pour l'installation de cette permanence. Et il a été clairement établi que c'était une donation pour le syndicat. C'est-à-dire, si j'ai donné une chaise pour le syndicat, cette chaise appartient au syndicat, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient pas à mon entreprise. Donc, toutes les organisations qui ne reçoivent pas de subventions de fonds recourent forcément à la générosité de mécènes. En son temps, Gérard Sénac a fait comme pareil, Oumar Sow a fait pareil, d'autres présidents, j'ai oublié, mais je sais qu'il y a d'autres présidents, ont fait pareil, ils ont été de leur poche ou de la poche de leur entreprise. Voilà, donc j'ai contribué personnellement. Pas plus tard qu'hier, j'étais à un forum. Je n'ai pas voulu puiser dans la caisse maigrichonne du syndicat. J'avais un petit peu d'argent dans ma poche et c'est cet argent que j'ai mis pour qu'on puisse participer. Donc voilà. Et j'ai des membres également qui ont quand on a installé le siège, alors j'ai été stupéfait. Toute la sécurité incendie, c'est une entreprise qui l'a faite. La climatisation a été offerte par une entreprise. Les téléviseurs ont été offerts. Les plantes, tout a été offert. Et ça, Malik, je trouve ça extraordinaire. Et ça a été un baume au cœur parce que j'ai compris que les amis avaient adhéré. Avaient non seulement l'envie d'avoir un siège, que ce siège existe, mais étaient contributeurs. Donc je me suis dit, tu peux aller, tu peux continuer. Ouais, c'est ce qu'on appelle un esprit de solidarité, quoi, pour maintenir un outil qui appartient à tout le monde. Bon, je vais revenir. Malik, oui. je peux intervenir.
Je vais intervenir avant que tu ailles plus loin dans, dans tes questions. Je voudrais souligner des traits de caractère. Omar, le premier, c'est cette générosité, parce que c'est quelqu'un qui est généreux, qui parle de ses prédécesseurs et qui donne une hauteur et qui qualifie, voilà, qui qualifie tout le travail qui a été fait par ses prédécesseurs. Ça, c'est un premier fait. Je connais bien, je connais Gérard Sénac, je connais Omar aussi, j'ai eu l'occasion de... Vraiment, effectivement, je confirme, ce sont de bonnes personnes, comme on le dit ici, qui sont disponibles, qui sont à l'écoute. Effectivement, à la portée, quand tu vas les voir et que tu veux échanger, ils sont là, ils échangent avec toi, et puis voilà, très bien. C'est très rare, hein, ici au Sénégal, il y a... Bon, mais c'est bien de le souligner et de le dire. Je voulais vraiment souligner ce trait de caractère. La deuxième chose, c'est de dire, effectivement, Malick, c'est un syndicat, mais il y a cette expertise. Donc, c'est vrai que les gens pensent toujours que c'est côté politique, et de t'entendre, si tu permets, je peux te tutoyer, et de t'entendre dire, j'ai commencé par faire une expertise pour définir quelle stratégie j'allais offrir à mes pairs pour savoir, pour être avec eux et pour cheminer avec eux dans ce syndicat. Donc, il y a une expertise qui est mise en valeur. Donc, pour permettre... Et ce n'est pas étonnant qu'après, ils te suivent. Après, ils veulent participer. C'est ce dynamisme-là. Effectivement, aussi, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été président de l'Ordre des architectes, mais il y a aussi ce dynamisme qu'il faut. Et c'est ce que Malick est conseiller. Il ne le dit pas souvent, mais je veux le dire. Malick ne voulait pas être président de l'Ordre des architectes, et on l'a pris comme conseiller. Et depuis qu'on l'a pris comme conseiller, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire qui permettrait de parler d'architecture? Qu'est-ce que je pourrais faire qui permettrait, nous tous, hein, qu'on puisse nous voir, qu'on puisse échanger et qu'on puisse dire. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Je n'ai jamais accepté d'être avec qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Et vraiment, je suis ravie d'être là en tant que, effectivement, grande sœur et d'échanger. C'est cette générosité-là que je veux. Et effectivement, avec Architecture pour tous, on a rencontré des gens et c'est tous les jours, à chaque fois, c'était un bonheur de les entendre parce qu'on apprend. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec toi. Voilà, je voulais vraiment souligner cela et le dire, voilà. En disant qu'Aïda est généreuse dans sa façon de s'exprimer, elle lance toujours des fleurs aux autres et elle ne veut pas en recevoir. Et je pense que, je me rappelle une fois, je discutais avec mon épouse, elle me dit que toi, tu as changé. Je dis, mais pourquoi j'ai changé? Elle me dit, quand tu étais en France, et tu m'as envoyé par Interfrela des roses. Mais là, tu es près de moi, tu ne m'envoies même pas un bouquet de trucs. J'ai dit, ouais, excuse-moi. Donc, tu sais, la distance a fait que peut-être je me dis, arrête. Mais Aïda, c'est les générosités que tu as envers les autres et que tu oublies tes devoirs, je le souligne. D'accord, et puis je suis content d'être toujours avec elle, parce que quand tu es avec elle, tu es rassuré. Et on a souvent des trucs, on se parle. Mais attends, moi j'ai toujours quelqu'un qui te conseille et qui est ton père. Mais je reviens aussi sur quelque chose, mais depuis qu'il parle, je l'écoute, mais il ne fait pas d'erreur. Il est dans sa droite ligne, parce qu'il le vit. Quand quelqu'un vit émotionnellement ce qu'il a, il le traduit émotionnellement. Et je pense que l'émission va permettre à ses pairs aussi, tous ceux qui sont dans le syndicat, de comprendre un nouveau. Parce que ici, les questions qui se posent souvent sont liées seulement à l'actualité, mais pas liées à laisser les gens s'exprimer, à comprendre qui ils sont. Et c'est ce qu'on est en train de tenter de faire avec lui. C'est pour ça que j'ai vraiment souhaité de faire l'émission avec lui et de lui laisser à l'aise s'exprimer. Maintenant, on va revenir dans un cadre plus formel et je vais lui poser directement la question. Mais Oumar, depuis que tu es sur place là, je vu que tu as fait beaucoup de choses pour le syndicat, c'est bien le siège, tout ça là. Je pensais même le siège était fait avant. Et puis, je rends hommage aussi à l'UNSO. À l'UNSO, même je ne parle pas du Sénégal. Vous allez partout, Sierra Leone, partout, Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un oncle qui s'appelle Abou. Il me dit,
Moi, j'étais embauché à la Shell, à Abidjan. C'est Aline Sow qui m'a embauché. Je suis venu, il m'a caissé, et puis il m'a embauché. Il m'a dit, mais toi, pourquoi tu ne vas pas le voir? Il m'a dit, mais pourquoi je veux le voir? Ça fait 70 ans, il m'a embauché. Pourquoi je peux le voir? Il m'a déjà rendu service. Il s'appelle Abou Ndiaye. C'était à Vridi, en Côte d'Ivoire. Et c'est Aline Sow qui l'a embauché. Je veux dire une chose aussi, Malik, excuse-moi, parce que tu parles effectivement de notre, on devrait l'appeler notre oncle, parce que ce sont nos parents, mais c'est ma mère le connaîtrait bien. Je suis allée à Fès. Je suis allée à Fès et je suis allée au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Faso. Et je demande, j'ai dit, ah mais c'est bien, il y a un savoir-faire chez les Marocains, ils savent faire. Et avant que je ne parte, j'avais dit à ma mère, j'ai une réunion au Maroc, elle me dit, il faut absolument que tu ailles à Fès, parce que Fès, comme ça tu vas visiter, et forcément tu vas aller prier, et il faut que tu saches que c'est Aline Sow qui a fait ça. J'ai dit, ah bon? Et quand je suis arrivée là, j'ai dit, cet homme, sa générosité n'a pas de limite. C'est-à-dire que même par rapport à la religion, il l'a fait ici, certainement. Il l'a fait ici, mais il est allé même ailleurs pour le faire. Et je parle de ça parce qu'au niveau architectural, c'est une fierté. Tu te dis, il a fait des choses au Sénégal et il a fait ailleurs, chez des gens qui peuvent le faire eux-mêmes. Le roi peut le faire. Mais il a dit, je veux apporter aussi mon savoir-faire à ce niveau-là. Et je le souligne, je le dis vraiment. Docteur Fadel, qui est venu Cannes, il regarde le vidéo, il me dit, mais ce portrait-là, j'aimerais que quand même tu l'offres à la femme de Aline Sow. Je dis, ah ouais, tu connais? Oui. Combien tu? Je dis, non. Il m'amène au fan résidence. On arrive, je rentre, et il me présente. Et la dame me regarde le portrait, elle me dit que la chemise qu'il porte là, comment j'ai fait pour cette... J'ai dit non, j'ai vu, il y avait un documentaire où Aline Sow parlait, j'ai trouvé tellement captivant, j'ai fait avec sur écran, j'ai fait le portrait. Il me dit parce que sa dernière semaine, avant de mourir, c'est cette chemise. Il avait ça sur l'interview. Donc c'est ça qui m'a étonné, comment tu as pu. Il me dit, mais combien tu échanges le portrait? Je dis non, c'est gratuit. J'ai dit, mais bon, c'est pour te dire que vraiment, c'est quelque chose de formidable. Et Aline Sow, moi, ce que je connais chez lui, c'est quelqu'un qui a été toujours réservé, qui est seul, qui a vécu seul, même en famille. Je pense que même dans sa famille, il était isolé, il vivait seul. Parce qu'il avait beaucoup de choses en lui, quoi. C'était quelqu'un, je ne dis pas généreux, mais il était tout. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qu'il a fait, son entreprise, l'entreprise aussi au niveau où il est, on s'est dit vraiment, il fallait être sot comme lui pour pouvoir faire ça. Je pense que son fils aussi a essayé de prendre la relève. Bon an, mal an, il a essayé, c'est bien, parce que l'entreprise vit jusqu'à aujourd'hui, donc il a réussi quand même. Et je pense que ces derniers temps, il s'est un peu retiré et puis il essaie d'autres pour pouvoir pousser. Ça, c'est une chose qu'on peut tracer. Mais je reviens maintenant sur les faits d'actualité. Bon, Omar, depuis que tu as pris la place là, en tant que président, par rapport à la situation du pays, est-ce que vous connaissez des entreprises égales au CSC, au CDE, qui ont signé des contrats actuellement, ou même des moyennes entreprises avec l'État actuellement? Les entreprises signent des contrats. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ces contrats sont exécutables immédiatement. Je n'ai pas forcément l'actualité. Je sais qu'il y a des appels d'offres qui sont lancés, etc. Mais le problème, c'est la faiblesse aujourd'hui des ressources de l'État du Sénégal. Quand il s'agit de marchés publics, nous sommes dépendants de l'État. Et on a vu le rapport trimestriel sur l'exécution du budget 2024-2025. On a vu également tous les documents d'orientation budgétaire, ainsi que la loi de finances rectificative.
Et ce qu'on a pu voir, c'est que l'État disposait de, comme le disait le président Diomaye il y a quelques mois, d'une marge de manœuvre financière extrêmement limitée, qui le contraint à restreindre considérablement son niveau d'investissement. Ce qui veut dire que même si ces entreprises signent, elles signent des marchés, mais elles n'ont pas forcément, elles ne sont pas sûres que l'État va pouvoir tout de suite les mettre au travail. Il y a des financements bailleurs. Ça, je sais qu'une entreprise m'a informé il n'y a pas longtemps du fait qu'un grand bailleur de la coopération française avait donné son avis de non-objection et qu'ils allaient commencer bientôt les décaissements. Je pense que quelque part, oui, les entreprises reçoivent de temps en temps quelques bonnes nouvelles, mais pas assez pour justement sortir de la crise dans laquelle aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés. Je suis totalement d'accord. Mais ça, c'est le secteur public. Mais et le privé? Nos pays sont caractérisés par une réalité qui est la suivante. L'État est la locomotive économique et financière. Attention, l'État dispose de moyens égaux à aucune autre entité privée ou tout autre dans nos pays. Le développement d'une nation, ou plutôt l'activité économique d'une nation comme le Sénégal, elle s'appuie sur les investissements privés, qu'ils soient des investissements des nationaux ou des investissements, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, les IDE. Mais de l'autre côté, on a surtout l'investissement public. L'État mobilise de la trésorerie grâce à la douane, grâce aux impôts, grâce également aux appuis budgétaires, c'est-à-dire les sommes qui sont offertes à l'État parce qu'il a des amis, etc. Et il finance en général son déficit grâce à des organes de financement comme le FMI, comme la BAD, etc. Donc cet équilibre entre ce que l'État doit dépenser et ce que l'État doit collecter, il est très précaire, il est difficile à maintenir. Et aujourd'hui, nous avons un pays qui est en difficulté du fait de ce que vous savez, vous avez suivi l'actualité, la Cour des comptes, ses rapports, le niveau de sincérité qui laissait à désirer et qui a amené notre régime actuel à émettre des réserves. Et donc ces réserves ont été communiquées au FMI qui a lui aussi, voilà. Bon, tout cela a des conséquences fâcheuses, non seulement sur l'économie de manière générale, mais encore plus sur les entreprises qui travaillent sur les programmes d'infrastructure, dont nous sommes partie prenante. Si je peux aller maintenant sur la partie, on va dire, l'avenir, et nous sommes d'accord avec l'État à 100% là-dessus, c'est qu'il va falloir maintenant travailler davantage sur le partenariat public-privé. C'était ma question, comment renverser cette tendance? Parce que la tendance, je pense que c'est de l'autre côté, ce que vous dites, que c'est l'État le principal bailleur. Et moi, personnellement, je ne crois pas que ça peut développer notre continent. Il faut que ça soit une tendance inverse. Comme je te laisse maintenant continuer. Je vais interroger l'histoire, Malik. Lorsque les Français, les Européens de manière générale sont sortis de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle le plan Marshall, qui a permis de reconstruire en partie les pays qui étaient affectés par la guerre, détruits. Mais il faut savoir qu'il y a eu de grands groupes de construction à qui l'État a donné ce qu'on appelle des concessions. En échange de ces concessions, ces grands groupes comme, je ne vais pas les citer, ces grands groupes étrangers français, mais tout le monde les connaît, ont construit des infrastructures, les routes, les ponts, les centrales nucléaires, les hôpitaux, etc. Elles ont levé les fonds qu'elles ont utilisés pour construire, permettant donc à l'État, qu'il soit français, anglais ou allemand, de ne pas avoir recours à l'emprunt ou à l'impôt pour financer ces infrastructures. Donc ce schéma de développement, nous le voulons pour notre pays. Et bizarrement, quand nous le voulons pour notre pays, j'entends, je ne suis pas un spécialiste en économie, mais j'entends les spécialistes de la finance internationale, les grands bailleurs de fonds dire « Ah, attention, voilà, l'État ne doit pas donner de garantie. » En fait, on veut lever des fonds à l'international, on doit le faire. Mais on a besoin pour ça d'avoir des garanties, de donner des garanties. Et ce sont ce qu'on appelle les fameuses garanties souveraines qui sont délivrées par l'État.
Et le piège, c'est que on empêche notre État, on le lie, et on l'empêche de donner ces garanties souveraines, grâce auxquelles nous pourrions aller lever des fonds, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il est plus facile aujourd'hui d'avoir 20 ou 200 millions de dollars que d'avoir 200 millions de dollars. Vous aurez plus de gens prêts à vous financer. Un gros financier qui m'a dit que dans le monde, que ce soit aux États-Unis, partout, ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est les idées. Quand les gens ont les idées, tout de suite, l'argent est là pour ça. Mais chez nous, je pense que le piège est là, quoi, ce que vous venez de dire. Pourquoi l'État ne peut pas garantir ces entreprises qui vont aller chercher des fonds pour venir faire le travail? Ça, c'est vraiment là où il faut pousser. Parce que non seulement, moi je pense que ça va réduire la corruption généralisée, parce que c'est le gars qui vient maintenant avec ses moyens, avec ses atouts, tout ça là, qui sait qu'il ne va pas perdre parce qu'il faut que ce soit rentable pour lui. Et ça, c'est un chemin, une voie que l'État doit peut-être voir avec des gens comme vous qui sont dans les secteurs assez élevés, qui discutent. Même les architectes, il y a des architectes qui peuvent lever des fonds, tout ça là, et qu'ils arrivent à monter des projets. Même le secteur touristique. Ce secteur, moi je pense que l'État ne doit même pas mettre des sous. Il doit amener des gens qui vont investir et développer. Quand vous prenez le Stade de France, c'est une concession privée entre Bugue, Dumais pour 30-25 ans. C'est un concours qui a été lancé, le stade est rentabilisé parce qu'il y a des concerts, il y a tout. Nous, on a le stade Abdoulaye Wade qui est là, qui ne sert à rien. 2 matchs, 3 matchs, c'est fini. Les arénas qui truquent. Maintenant, est-ce que vous, dans ce secteur, je vais dire privé, même vu que à l'entame de notre discussion, tu nous dis on est dans le BTP, on construit des routes, on construit des trucs, est-ce que vous ne pouvez pas venir aussi avec d'autres manières de penser, de développer, comme vous avez dit? Alors, les partenariats publics-privés, c'est quelque chose de récent, mais aussi d'ancien. C'est récent. Aujourd'hui, l'intérêt pour les partenariats publics-privés, il est réel dans d'autres pays parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer comme ça à vouloir financer les infrastructures grâce à l'impôt et aux taxes. Bon. Seulement, là où il y a une sorte d'hypocrisie, on demande en même temps à nos États d'être très vertueux, de ne pas dépenser, de ne pas accorder de subventions pour soutenir l'électricité, le sucre, l'eau, etc. Et on leur interdit de concéder des garanties souveraines. Un État n'est jamais... Un État est toujours... comment on dit? La garantie de l'État est une garantie extrêmement solide. Donc quand vous donnez à un privé une garantie souveraine, vous lui permettez d'aller sur le marché financier, de lever des fonds et de venir réaliser des infrastructures. Tout le monde est gagnant. L'État a une infrastructure qui existe. Le privé réalise un marché d'envergure qui lui permet donc de faire tourner sa boîte. Le prêteur, lui, qui cherche à placer ses fonds, il place ses fonds. En général, c'est avec des taux préférentiels, ce qu'on appelle les taux concessionnels, sur de longue durée, permettant donc à tout le monde de pouvoir y trouver son compte. L'usager de la route ou du pont ou du stade, il trouve son compte parce qu'il a une infrastructure de dernière génération. Ça attire également des investissements directs étrangers, parce que quand vous avez un cadre de vie qui est amélioré, il est certain que les gens ont envie, sont attirés. Donc le pays devient attractif. Je crois que le péage, l'autoroute péage, c'est un peu ça. Voilà. On rentre dans un cercle vertueux de progrès, de développement économique. Et lorsque la rentabilité économique d'un investissement public est avérée, je pense qu'il y a un effet tout de suite, un effet de levier. Ça entraîne un regain d'intérêt pour le pays. C'est bénéfique, il y a de la croissance, etc. C'est ce qui s'est passé à Dubaï. Mais nous, on veut clairement nous empêcher de le faire. On trouve toujours des prétextes pour nous empêcher ou contrarier les efforts qui doivent être faits à ce niveau. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on soit inventif et qu'on soit déterminé aux côtés de l'État pour arriver à trouver des mécanismes. Mais vraiment, je crois qu'on a cadré le débat, c'est qu'on dit camper le débat, mais
En fait, vous savez, j'ai vu récemment de votre sortie, et vous parlez de la dette, je ne sais pas, de 300 milliards, 200 milliards, quelque part. Si on globalise, on est à 500 milliards, tout ça. Mais bon, peut-être ça a été contracté avant l'arrivée de ceux-ci au pouvoir. Mais je pense que quand on a le pouvoir, tout ce qui est négatif ou positif, on le prend en soi. On le prend en soi, ça c'est clair. Maintenant, pour revenir, vous, comment pensez-vous que l'État, avec ses maigres moyens ou bien ses faibles moyens, pourra résorber ça pour que les choses repartent? Tous les États se sont retrouvés avec des... Il faut que les Sénégalais sachent que ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui est arrivé à plein de pays. On n'est pas les premiers à avoir une dette intérieure élevée ou des tensions de trésorerie ou un pays qui a une marge de manœuvre serrée. Je pense que nous avons tellement l'habitude d'avoir un État protecteur et aussi où on ne communique pas trop, que lorsqu'on a un régime qui communique, ça peut faire peur. Je pense que c'est à ce niveau-là peut-être qu'il y a eu une incompréhension et une cassure, parce que le devoir de communiquer est là, il est important, mais quand vous dites à vos enfants, bon, ça va être la crise, papa a moins d'argent, il va falloir se priver de certaines choses, hein. Maintenant on va être sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, toute la maisonnée se trouve un peu en panique. C'est ce qui nous est arrivé. Mais je pense qu'il faut qu'on soit conscient du fait que c'est un cycle. Nous passons par un cycle qui est un cycle de difficultés. Le Coran le dit, après les difficultés, où la pauvreté vient le plus. Après les pluies, il y a le beau temps quoi, qui arrive. Après la pluie et le beau temps. Ce n'est pas ce que dit le Coran, mais c'est à peu près l'idée. Voilà. Donc, il est important que nous acceptions d'être aujourd'hui dans une phase difficile. Et nous savons que nous sommes dans une phase difficile. La dette est nécessaire dans un pays et la dette intérieure est une donnée avec laquelle il faut composer. Seulement, là où ça fait mal, c'est lorsque cette dette-là perdure. Le président Diouf a effacé les dettes, le président Wade a effacé les dettes, le président Macky Sall a trouvé les dettes qu'il a payées et qui venaient toutes de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, le régime actuel se retrouve avec une grosse partie des dettes des régimes précédents, il faut qu'il les paye. Mais il faut qu'il y ait une réelle volonté de s'acquitter de ce devoir de payer la dette. Si vous devez, à votre boutiquier, vous devez de l'argent à votre boutiquier, mais que vous prenez l'habitude de lui faire des versements réguliers, il continuera contre vents et marées à vous faire crédit. Mais si un jour vous vous levez et vous dites je n'ai pas le droit de te payer, je ne te paye pas, non seulement ça l'inquiète, mais en plus, pour l'avenir, vous compromettez votre bonne relation avec vos boutiquiers. Voilà Malik, je pense que c'est plus dans la méthode et la communication et la manière de gérer la relation entre le secteur privé et l'État, ou même le secteur privé, et même l'État et sa population, c'est là où il y a peut-être des efforts à faire. Bon, ben je pense que nous avons un nouveau régime qui est en phase d'apprentissage de la réalité de l'État, ce que c'est que la difficulté justement à gérer aussi toute la complexité d'un pays. Mais j'espère, en tout cas je le souhaite, qu'ils vont parvenir à transcender ça. Et on a eu, je pense, quelques succès diplomatiques récents qui préfigurent un proche avenir un peu plus radieux. Les visites qui se sont déroulées dans de grands pays étrangers, j'espère, apporteront de bonnes nouvelles pour le Sénégal. Mais est-ce qu'en ce moment, l'État, vous vous êtes rapproché de l'État ou l'État s'est rapproché pour parler de cette affaire-là, de dette-là? Absolument. C'est bien, donc vous êtes en cours de pourparlers, quoi. Et avec un architecte d'ailleurs. Voilà, mais de vos connaissances. Oui, mais moi je pense que c'est très bien, parce que, heureusement que oui, il y a un architecte qui parle avec vous sur ça. Il y a récemment même un architecte qui est avec eux à la SICAP, que je connais très bien, qui est très politique aussi. Et c'est quand même intéressant
de savoir qu'il y a des pistes de discussion, de résolution et de parole. Comme vous as dit, bon, je ne vais pas te tutoyer, vous voyez, mais je te tutoie, mais je dirais que tantôt, tu as dit une chose de très intéressante. Il faudrait quand même dialoguer. Il faut parler, tu ne viens pas chez le boutiquier pour lui dire « Le mois dernier, je te devais tant, mais l'évaluement chorom encore. » Il va te dire « Mais gars, fais-le là. Dis-moi tout, il fait. Hein? Bon, moi, tout il fait. Après, j'avance. Donne-moi un peu là-bas et puis on peut te créer. Mais je pense que le cadre qu'on a établi aujourd'hui dans cette phase de discussion-là avec vous, et qu'on va faire très souvent, peut-être tous les 3 mois, tous les 4 mois, on va revenir vous voir. Parce que c'est bien de savoir où on en est. On était venu là maintenant. Peut-être dans 3-4 mois, on viendra, on verra aussi un autre Oumar qui va être puissant avec des trucs. Mais pour revenir au Bakou, vous avez dû entendre parler du Bakou. Bakou, pour vous dire simplement, le président de l'UA, Donatien, disait, c'est une attitude, c'est un comportement. C'est quelqu'un qui se réveille, qui dit, voilà, je suis. Le Bakou, c'est une identité culturelle et architecturale et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, nous, vous, toi, moi, tout le monde, même dans les écrits ou dans la chanson, dans les danses, partout, tout le monde faisait du Bakou. Mais comment conceptualiser ça? On n'a jamais pensé. Très belle question. J'avais même peur qu'on n'en parle pas, tellement on a abordé d'autres sujets. Déjà, moi j'insisterai pour qu'on ne dise pas Bakou, mais qu'on dise Bakou. En soulignant qu'il y a 2 cas. Et que dans notre imaginaire collectif, Bakou, c'est proclamer d'abord sa fierté, c'est afficher et affirmer son statut. L'architecture sénégalaise, je l'ai dit à l'entame de mon propos, elle a vraiment tous les motifs pour pouvoir faire son Bakou. Comme les lutteurs le font, quand ils font la parade pour proclamer, pour montrer à la face du monde qu'ils sont puissants, qu'ils sont vindicatifs, hargneux, etc., désireux de se battre. De la même manière, je pense que l'architecture, le BTP sénégalais n'ont pas à avoir honte, bien au contraire, de nous avoir un Bakou. Maintenant, ce Bakou-là doit être, tu l'as très bien dit, doit être maintenant codifié. Je pense que tu ne l'as pas dit, mais je pense que c'est ça l'esprit. Il faut qu'il soit codifié. Il faut qu'il y ait une identité qui soit reconnaissable entre toutes. Quand on va dans un bâtiment qui porte l'empreinte d'un architecte ou d'un concepteur marocain, on le voit tout de suite. Parce qu'ils vont dans certains motifs. Il y a un petit détail intérieur ou extérieur qui va tout de suite ramener au Maroc et vous dire, ah, on est dans une maison qui a été construite par un Marocain ou pour un Marocain, ou les deux. Je crois que si on interroge l'histoire du Sénégal, et c'est le lieu de lui rendre hommage, il a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps, mais notre doyen Pierre Goudiaby Atepa, à travers... il a fêté ses 50 ans de vie professionnelle, c'est vrai, il faut le préciser. Mais vous allez à Bamako, vous allez à Ouaga, vous allez à Abidjan, mais il y a une signature. La signature à Lomé. Donc, je ne dis pas qu'il faille limiter le Bakou au travail de l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, mais les architectes ont le devoir de nous créer une identité, si ce n'est africaine, mais au moins sénégalaise. Et qu'on sache que ça, c'est de l'école sénégalaise. Ça, c'est le style sénégalais. C'est l'empreinte sénégalaise. Et qu'elle soit reconnaissable entre toutes. Voilà, moi, la perception que j'en ai. Je ne sais pas si elle est la bonne. Et après, derrière, nous, on suivra. Nous ne sommes, nous, les constructeurs, que les exécutants. Nous ne faisons que traduire concrètement un rêve, une vision, celle de l'architecte et de son client. Donc, il veut une forme, on la lui donne. Guillaume Kofi, je vais terminer là-dessus, est connu pour sa signature. Je crois que c'est bien Guillaume Kofi, avec sa fameuse casquette là, hein, qui est reconnaissable entre toutes et qu'il pose sur tous les grands bâtiments. Donc,
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est en fait ce que vous dites, hein, cette lecture identitaire, tout ça. Mais vous savez, quand vous regardez à Kudak, aujourd'hui, on regroupe le 300 et quelques personnes, 305. Le meilleur groupe de tous les groupes du Sénégal. Merci beaucoup. Que je suis, même si je ne dis pas grand-chose. J'avais dit le meilleur groupe que tous les groupes du Sénégal. Félicitations. Mais je veux dire, dedans, vous allez voir des Béninois, vous allez voir des Togolais, vous allez voir tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? Il faut le rendre hommage aussi, Loba, notre confrère. Mais chaque seconde, il te sort des choses atypiques qui ressemblent à son pays. Et comme vous dites, vous allez au Togo, vous allez au truc, vous voyez. Vous voyez, John Kofi, il a essayé de sortir quelque chose. Bon, tout ça regroupé, ça donne quelque chose. Si vous pénétrez même ici au niveau du Sénégal, vous allez voir, il y a des architectes qui se distinguent avec une marque, avec une écriture. Parce que toujours, ce qui t'appartient, doko gis, boo amee jabar bu rafet moom doo ko gis ñeneen ñi ñoo koy gis yow toujours feneen ngay gis mais li nekk sa wet moom doo ko gis. Mais ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire, je traduis aussi, parce qu'il y a un Thierry Melo qui va me dire, tu as parlé en Wolof, si tu as une belle épouse, hein, tu ne verras jamais celle qui est à côté de toi, qu'elle est aussi belle que truc, mais tu verras toujours de l'autre côté, alors que tout est à côté. Maintenant, ce que je reviens toujours sur le Bakou. Le Bakou, c'est vraiment l'occasion de nous affirmer autrement. C'est-à-dire, comme vous dites, la codification, codifier, tout ça là, on nous demande même une note de cadrage par rapport au Bakou, parce que l'État veut cette note de cadrage. On va y aller très rapidement. Mais je disais que quand on a fait le symposium, on a raté quelque chose. On allait prendre comme leitmotiv le Bakou. Parce que si on dit cadre de vie, comment bâtir, comment faire, l'architecture bioclimatique, ça fait 20, 30 ans on parle de la même chose. Mais venir avec un concept nouveau, dire que maintenant, on arrête les Pinterest, tout ça, on fait du Bakou. Tu vois, tu dis le Bakou avec 2 cas, je suis totalement d'accord avec toi. Aïda, il faut que maintenant tu complètes. Oui, j'ai bien écouté. Tu sais, Malik, c'est très subtil, Omar, c'est très subtil. Omar t'a déjà parlé du Bakou. Tu sais, quand il te dit, c'est vrai, il y a le secteur, il y a les travaux publics et les travaux privés. Si on n'a pas c'est pas un accompagnement, on se dit, on a on a des gens qui sont là, qui sont qualifiés, qui ont cette expertise. Aujourd'hui, on peut leur demander, tu l'as dit, il t'a dit, le plan Marshall a permis de construire. Ce sont des privés. Et toi-même, tu viens de lui dire que le stade, c'est pris en charge par... donc, le message, c'est, si on fortifie, si on travaille avec ces gens qui ont cette expertise, si on les fortifie, c'est eux qui vont prendre en charge de toute cette construction. Mais il y a aussi la garantie de l'État. Tu ne peux pas te lever un jour et dire je vais aller par rapport aux finances, acquérir, je ne sais pas, sans la voilà, de l'État, voilà, la caution de l'État. Et c'est ça le message en fait. C'est le message de dire nous sommes là, nous voulons travailler, nous sommes un secteur privé très très fort, mais aussi il faut que, c'est pour ça que les gens partent maintenant avec les chefs d'entreprise. J'ai vu récemment, il y avait Connect, et je ne sais pas, avec BPI Finance. Et voilà, ils sont arrivés avec le groupe Accor, avec plein de gens qui sont là, qui représentent le secteur privé. Donc, c'est dire que c'est tout cela, Malik, notre Bakou à nous, à nous et au secteur du BTP. Et dire que ce que je salue dans cet échange avec Omar, c'est qu'on est lié au BTP, on est dans le BTP. Moi, je regarde simplement un exemple. Dans tout ce travail que nous faisons pour les logements, ça je l'ai appris et je salue
les militaires qui m'ont fait confiance depuis 15 ans, je travaille avec eux. Cette idée d'échange, déjà eux ils peuvent le faire, mais ils nous font appel à nous, les architectes, d'échanger et de dire, dans notre conception, on peut commencer à introduire notre manière de voir les espaces. Et Rama ne va pas me contredire parce que les femmes ont effectivement cette capacité de savoir que la cuisine, il y a un endroit précis où il faut le poser pour ne pas déranger et tout ça. Et tout ça, c'est un travail par rapport à notre mode de vie. Et je peux dire aujourd'hui qu'au niveau de l'habitat, il y a eu un travail qui a été fait. Et ça part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et l'extérieur, aujourd'hui, effectivement, il y a cette touche culturelle, cette identité culturelle. Mais il ne faut pas le lâcher, il faut le mettre en valeur, ou même si on fait des accords avec d'autres, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire, d'autres gens, il faut qu'on dise c'est ça notre mode de vie. C'est ça qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire des logements ou des trucs figés, parce que ce sera toujours quelque chose qui va être... voilà. Aïda, je pense que nous avons une école des arts plastiques qui est assez féconde et qui peut être un soubassement pour le Bakou extraordinaire. Que ce soit de grands sculpteurs comme Ousmane Sow, des peintres. Hein. On a une école de peinture extrêmement prolifique. Voilà. J'ai oublié le nom, mais celui qui fait les grands personnages là, inspirés d'un sculpteur français, Narilo. Hein. Narilo, et il y avait Dimé. Voilà. On a exactement. Maintenant, quand notre tonton Pierre fait son fameux parallélisme asymétrique. Voilà, oui. Par rapport aux pyramides, tout ça là, oui. Oui, lui, il a une identité. D'ailleurs, c'est lui le parrain du Bakou. Hein. Il y a peut-être d'autres identités à aller chercher dans le travail des peintres, dans le travail des sculpteurs. De faire en sorte que, justement, il y ait une vraie école sénégalaise. Il y a une école sénégalaise en matière d'art et d'art plastique de manière générale. Mais comment on arrive à transposer ça dans les bâtiments? Et là, c'est le lieu de dire... Des bâtiments habitables, réalisables, qui soient d'une beauté sans conteste, c'est-à-dire que ce soit non seulement quelque chose d'harmonieux, quelque chose de visuellement très beau, mais en même temps fonctionnel. C'est le lieu même de Scoop qu'on est en train de travailler à la recherche de cet espace qui va réunir tout ce monde-là, ce beau monde-là, dans un endroit pour s'exprimer. Bientôt, on va revenir. Aussi, c'est le lieu aussi de dire que par rapport au musée des civilisations des Noirs, le Bakou va prolonger l'expo qu'il y a eu au symposium et aussi le syndicat doit être présent dans cette exposition parce qu'on a besoin aussi des bâtiments déjà réalisés par les membres du syndicat professionnel et voir la définition de ce qu'ils donnent comme aspect par rapport à... Mais on va clore, mais on prend 5 minutes normales, bien figées, pour dire aujourd'hui, on a un problème. Le problème, c'est quoi? En 2 mois, il y a eu 15 morts. 15 morts qui ne devaient pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire qui n'a pas été appliqué. C'est pour ça que ces gens sont morts. Moi, je dis, est-ce que tu conduis une voiture, tu vois qu'il y a une voiture qui a des pneus qui ne vont pas et tu laisses continuer la voiture? Au lieu de t'arrêter au premier poste de gendarme pour dire attention, il y a une voiture là, il faut l'arrêter, tout ça. On est dans une situation assez compliquée. Surtout, je le dis clairement, hein, quand vous prenez dans les 2 mois passés, là où il y a plus de morts, c'est à Touba. Et si vous prenez Touba, sachez que vous ne déposez pas de permis pour construire. Avant, je pouvais comprendre qu'on était à peut-être RDC ou à un niveau. Maintenant, à Touba, on se permet d'aller plus 4 et plus 5. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'étude de sol, il n'y a pas de dépôt de permis, il n'y a pas de plan en béton, il n'y a rien, on construit. L'incident qu'il y a eu, l'accident même qu'il y a eu, où il y a eu des morts, c'est-à-dire que quelqu'un a élevé un R+4 et le matin à 6h, 7h,
il y a eu un bruit, la maison s'est coulée sur une maison qui était à côté. Et c'est là-bas où il y a eu les 4 morts. Ce n'est même pas les gens qui construisaient qui ont eu des problèmes ou le gars qui avait engendré cette construction. C'est-à-dire, c'est non-assistance à personne en danger. Si on continue à laisser parcourir comme ça, on est tous fautifs. Ce n'est pas l'État, c'est nous tous en tant que citoyens qui sommes fautifs. Est-ce que c'est un effet alerte qu'il faut mettre en place? Ou alors, il faut appeler tout le monde, s'asseoir pour faire notre NEP, pour dire qu'il y a problème. Ou on continue à laisser les bâtiments s'écrouler pour quand même amener ce genre de phénomène. Maintenant, vous, le secteur du BTP, qui êtes des responsables en matière de construction dans ce pays-là, qu'est-ce que vous pensez-vous et quelle est la solution qu'il faut donner? Bon, déjà, je commence par m'incliner sur la dépouille des personnes qui malheureusement ont perdu leur vie récemment dans des circonstances malheureuses, que ce soit à Dakar ou à Touba. Et il y a lieu vraiment d'adresser une prière pour le repos de leur âme. Merci. J'étais là il y a 2 jours, enfin hier et avant-hier, j'étais au forum de la caisse de sécurité sociale qui porte sur la santé et sécurité au travail. Quelqu'un a dit, Yalla Bay Sotol, on invoque toujours Dieu sur les chantiers, mais Dieu n'est pas sur les chantiers. Il a raison, Dieu n'est pas fait. Enfin, Dieu, c'est une image, Dieu est partout. Mais c'est trop facile de dire, oui, bon, c'est la fatalité, c'est la volonté de Dieu. Alors qu'on n'a pris aucune mesure pour pouvoir empêcher la survenance d'un effondrement de ce genre. Comment veux-tu construire un bâtiment? D'abord, pas d'architecte, pas de bureau d'études techniques, pas de bureau de contrôle, pas d'études de sol. Ensuite, on confie le travail à une entreprise qui est tout sauf une entreprise, qui n'a ni les moyens techniques, ni le savoir-faire. Et en général, tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est un ouvrier qui a fait peut-être 1 ou 2 chantiers, enfin qui a fait son apprentissage et qui estime maintenant être en mesure de pouvoir construire des immeubles ou de plus grands projets. L'appât du gain fait que le Sénégalais est capable de se proclamer entrepreneur, voilà, parce qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. J'ai dit lors de mon intervention que la responsabilité, elle était partagée. Il y a la responsabilité des maîtres d'ouvrage, les propriétaires des ouvrages qui veulent faire des économies qui n'ont aucun sens, qui ne respectent aucune des étapes pour la conception et la construction d'un bâtiment. Tout ça simplement avec l'objectif d'économiser. Pire encore, comment voulez-vous, sur un bâtiment qui était un rez-de-chaussée ou un R+1, vouloir, sur les mêmes fondations, poser un bâtiment ou pousser un bâtiment jusqu'à R+4, R+5? C'est criminel. Vous ajoutez à cela un bâtiment qui est prévu, dont le dimensionnement, la structure a été dimensionnée pour que ce soit un lieu d'habitation, vous en faites un lieu de stockage, où vous mettez un conteneur et vous mettez des choses à l'étage, vous chargez sur le plancher. Donc ce sont des choses que les propriétaires de ces bâtiments, doivent éviter de faire. Et cela appelle, si vous voulez, soit à l'éducation, soit au sens de la responsabilité des uns et des autres. Il y a la responsabilité des entrepreneurs également. Parce qu'on ne peut pas se lever un beau jour, avec très peu de qualifications, on s'improvise entrepreneur. Je sais que les entreprises qui sont dans nos syndicats sont fondées par des gens qui ont toutes les qualifications requises. Le problème, ce n'est pas nous qui sommes dans nos syndicats et qui avons en général l'ensemble des qualifications pour pouvoir construire. Mais ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Il est facile de sortir d'un corps de métier. Je ne veux offusquer personne, mais vous pouvez dire je suis dessinateur, le lendemain vous improvisez constructeur. Mais c'est le maître d'ouvrage lui-même qui dit, bon, ici c'est une chambre, toilette. Chambre, toilette. Alors, après, on met quelqu'un pour faire un semblant de croquis qui va servir. Maintenant, il n'y a aucune étude de structure.
l'entrepreneur, en fonction de son expérience, peut dire, bon, je vais faire mon ferraillage avec du fer de 6, du fer de 8, du fer de 10, etc., suivant qu'il a été plus ou moins bien formé. Là, à la limite, on peut, avec la chance et l'aide de Dieu, éviter le drame. Mais lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas été au bout de sa formation, ou qui n'a eu une très mauvaise formation, et qui ne sait pas que le fer de 6 et le fer de 8 n'ont pas les mêmes fonctions, enfin, que les armatures doivent être conçues de manière à pouvoir supporter certaines charges, et donc qui ne maîtrisent aucune des spécificités de leur métier, ça amène des drames. Donc là, ce sont les entreprises, je ne parle pas des entreprises formelles comme les nôtres, mais ces entreprises improvisées qui sont les causes de ces drames. Et en dernier lieu, et ça, voilà, en dernier lieu, il y a le rôle de l'État. L'État a la mission régalienne de mettre de l'ordre dans tout ce qui est chantier. L'État doit d'abord veiller à ce qu'il y ait beaucoup moins d'autoconstruction et permettre aux promoteurs immobiliers, en relation avec leurs architectes et leurs entreprises de construction, de faire des programmes. L'État doit également mettre en place des normes d'urbanisme et les faire respecter. Ici, on construit des bâtiments à usage d'habitation, là à usage de commerce, là à usage industriel, là à usage administratif. Que tout soit bien balisé par l'État. Après, derrière, tout le monde suit. Mais si l'État ne fait rien, laisse faire, indifférent à la pagaille, que voulez-vous? Et depuis des années, je ne dis pas que c'est notre État aujourd'hui, mais l'État est une continuité. À un moment donné, il faut que quelqu'un siffle la fin de la récréation et remette de l'ordre. De plus, et je terminerai sur ça, il y a au sein du ministère en charge des constructions une inspection générale des bâtiments, et il lui appartient de faire sa mission. Si elle ne l'a pas, on lui donne les moyens pour faire sa mission. Ouais, voilà. Nous te remercions d'abord d'être disponible pour nous. Vraiment, Omar, on te remercie. On a parlé vraiment avec Francis, on a parlé à cœur ouvert, on a parlé comme il fallait parler, et puis je pense que tous ceux qui sont dans ce lieu-là, vraiment mythique, le siège du syndicat des professionnels du bâtiment et des travaux publics du Sénégal, seront fiers d'écouter l'émission et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Mais la prochaine fois, on aimerait avoir d'autres acteurs qui vont t'accompagner et on va échanger plus parce que ça serait l'occasion quand même de mettre en place cet agenda, ce rendez-vous. On peut dire tous les 3 mois, 4 mois, on viendra te voir, on discute. Et pour te dire aussi, nous t'invitons aussi à parler avec votre confrère et à préparer l'Expo Bakou qui va venir bientôt au mois de décembre au musée de la civilisation des Noirs, où le directeur a eu l'amabilité de nous dire de venir continuer cette exposition qu'on a démarrée à la CICAD. Merci à toi Malik, merci pour cette belle initiative, de ce temps de parole qui est donné, qui permet d'explorer un petit peu toutes les facettes de vos invités, et je pense que ça nous permet nous aussi de livrer une partie de nous-mêmes et de nous justifier. Quand on est sur les plateaux de télévision, les gens vont à l'essentiel et restent uniquement focalisés sur ce qui les intéresse. Or, avec cette émission, on a eu une parole libre, on a échangé, et je pense que cela est extrêmement agréable. Et c'est à l'image de Akudak, hein, ce qui est un forum de discussion où j'ai l'impression que chacun dit même les choses les plus étranges, trouve de l'écho. Il y a des gens qui sont d'accord. Et ça, croyez-moi, ce n'est possible que chez vous, hein, que chez les architectes. Hein. Ailleurs, les gens s'étriperaient. Mais vous, vraiment avec beaucoup d'indulgence, chacun donne son avis, et toujours avec le respect des autres. Et ça, c'est important. Merci, à très bientôt. Merci de venir encore à vous parce que ça faisait un moment où on est resté un peu en stand-by. C'est vrai qu'on avait commencé la série des portraits par Pierre Goudiaby, notre confrère, mais on est resté un moment parce qu'on avait le symposium et Sen Habitat
qui devait se dérouler. Donc c'est la raison pour laquelle on avait pris un peu de distance par rapport à tout ça. Mais grâce au bon Dieu, on revient encore dans ce qu'on appelle les séries de portraits. Mais la chance qu'on a eue, c'est vraiment de tomber sur quelqu'un, non seulement il est élégant, et il est présentable.